Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Paul Sugy, qui est journaliste au Figaro et auteur de ce livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes » aux éditions Talendier. Et ne pas oublier que Paul Sugy est normalien et que pour une fois qu'un normalien fait des livres utiles, eh ben, il faut le signaler. Non, là je plaisante, il y a beaucoup de normaliens qui ont fait de très beaux livres. Mais c'est un livre vraiment non seulement intéressant que je recommande, et c'est un livre qui va assez loin sur ce que c'est que les antispécistes. Et le titre d'ailleurs est provocateur dans le bon sens du terme, l'extinction de l'homme. Ce que voulait dire Paul Sugy, quand même, vous allez jusqu'à dire que pratiquement ceux qui mettent les droits des animaux au même titre que les droits de l'homme, en fait, pensent quand même quelque part à une dévaluation de celui-ci. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'essaye de montrer, contrairement à un argument que les antispécistes répètent à l'envi, c'est-à-dire que donner des droits aux animaux ne suppose pas d'en ôter de l'autre côté de la chaîne à l'homme. Eh bien, je défends l'idée inverse, à savoir qu'on ne peut pas aujourd'hui faire évoluer notre regard sur l'animal, alors qu'aujourd'hui déjà dans notre société on accorde beaucoup d'importance et c'est normal, c'est même nécessaire au bien-être animal. On ne peut pas aller plus loin dans cette quête philosophique d'une augmentation de la considération portée à l'animal, c'est-à-dire par exemple reconnaître demain que l'animal serait une personne, qu'il serait un sujet de droit, sans du même coup changer en profondeur notre regard sur l'homme et sur ce qui le constitue dans son... Il y a des vases communicants quelque part. Absolument, et puis en fait au bout d'un moment, si vous voulez, quand on considère l'animal au prisme d'une relation, ce qu'on appelle anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on fait des comparaisons entre l'humain et l'animal, on dit finalement l'animal nous ressemble beaucoup plus que ce que nous pensions, et bien tôt ou tard en fait on finit par animaliser l'homme et le réduire justement à la dimension animale, alors que bien sûr si l'homme est un animal comme un autre du point de vue biologique, il n'est pas seulement un animal, on sait que l'homme est un animal raisonnable. Alors justement, on va en parler, c'est le sujet du livre. Et d'abord, je voudrais que vous redéfinissiez pour nos éditeurs, Paul Sugy, les antispécistes. C'est quoi exactement les antispécistes? Et ce n'est pas tout à fait les véganes, c'est pas la même chose. Oui, en fait, le véganisme, si vous voulez, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que c'est une pratique qui consiste à exclure de sa consommation tous les produits qui sont d'origine animale. Tous, poisson, tout. Oui. Mais y compris le cuir, la fourrure, et puis même, c'est-à-dire pas seulement les produits qui ont été prélevés sur l'animal, comme la viande, mais aussi les produits qui ont été volés à l'animal. Par exemple, le miel. Le miel est exclu chez les véganes. Ah, mais le miel est exclu chez les véganes parce qu'il suppose de réduire l'état d'esclavage des abeilles qui vont être expropriées du fruit de leur travail. Je n'invente rien. Et par ailleurs, ça consiste aussi à interdire, par exemple, la traite des chevaux à qui on va faire tirer des carrioles, etc., etc. Donc c'est un mode de vie pratique. Voilà. Et ensuite, l'antispécisme, là, on est dans le registre intellectuel. Alors, quand on est antispéciste, on est nécessairement végane, si on est cohérent avec ses idées, mais on est dans l'ordre de l'idéologie. Imaginez, si vous voulez, que le spécisme correspond au racisme calqué sur les discriminations entre les espèces. C'est-à-dire, pour faire simple, si vous considérez qu'un humain, parce que c'est un humain, donc il appartient à l'espèce des humains, devrait disposer de plus de droits ou de plus de considération que toutes les autres espèces animales, vous êtes un affreux spéciste, vous êtes raciste envers les autres espèces. Donc l'antispécisme, c'est l'idéologie qui s'oppose au spécisme, donc qui prône une égale considération pour toutes les espèces, c'est-à-dire, alors pas nécessairement les mêmes droits, mais en tout cas les mêmes considérations pour les animaux humains et non humains. Et d'ailleurs, les antispécistes disent animaux non humains, pour bien faire comprendre que l'humain est un animal. Est-ce que ça va juste comme ça, les antispécies jusqu'à la flore, jusqu'aux herbes, aux plantes, aux arbres, etc. Ou pas quand même? C'est les animaux, ce sont les animaux surtout. Non, en fait, l'antispécisme remplace le critère de l'espèce par d'autres critères moraux. C'est-à-dire que c'est plus l'appartenance à une espèce qui devient déterminant au plan moral. Et donc, souvent, l'autre critère qui est utilisé, c'est celui de la souffrance. Donc, nous aurions des devoirs envers les animaux capables de souffrir, c'est-à-dire que nous devons très concrètement respecter la préservation de leur bien-être et de leur vie. Donc évidemment, ça ne concerne que les vivants, les individus vivants qui sont sensibles, ce qui n'est pas le cas de la plupart des plantes, des végétaux, etc. Voilà. Mais après, on pourra toujours faire des liens, si vous voulez, quand on commence à déconstruire les frontières entre les espèces, on peut aller très loin. Vous savez que ça me rappelle, je ne sais pas dans votre livre, mais ça illustrait très bien, nous avons ici même dans l'émission, puis un sonore d'une parlementaire de la commission de Bruxelles, c'était à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg, qui disait, écoutez, il faut quand même ne pas en vouloir aux punaises de lit et aux cafards, parce que après tout, si vous les chassez, ils n'ont pas où aller. Textuel, hein. Textuel. Tu l'as?
Ah, si on va demander à Thibaut, notre réalisateur, écoutez ça. Paul Sugy, ça vaut son pesant et je vous ferai réagir là-dessus. Le mot liminaire, qui peut être remplacé par un autre adjectif qui est animaux commensaux, mais tout simplement d'avoir par rapport à tous ces animaux une approche plus bienveillante, je dirais. Ces animaux, il faut bien comprendre, et vous le savez bien, qu'ils sont incapables de retourner vivre à l'état sauvage et par conséquent, ils n'ont nulle part où aller. J'évoque une régulation douce, parce que c'est l'unique moyen de pouvoir, si je peux employer ce verbe, cohabiter au long cours avec ces animaux. Je précise que cette dame parlait des punaises de lit, et on sait ce qu'elles font comme ravage, et des rats et des cafards. Paul Sugy, vos traductions ? Oui, j'avais effectivement entendu cet extrait. Alors je crois que c'est le conseil municipal de la ville de Strasbourg. Strasbourg qui est une ville qui est nouvellement écologiste et qui a nommé, je ne sais plus si c'est un assistant ou un adjoint au maire même, en charge du bien-être animal. Et donc la question qui est posée ici, c'est quel est le devoir que nous avons à l'égard d'animaux qui ne sont pas des animaux domestiques, c'est-à-dire que l'homme n'a pas choisi de cohabiter avec eux, que ce sont des animaux liminaires, c'est-à-dire des animaux qui par la force des choses se retrouvent à vivre à la frontière de nos propres habitations et donc dont les modes de vie sont interpénétrés avec les nôtres. Et effectivement, l'antispécisme, au nom de sa lutte contre la souffrance dans le monde animal que j'ai décrite à l'instant, se pose la question de nos devoirs à l'égard de ces animaux-là et prône des solutions qui seraient davantage pacifiques, davantage respectueuses. Et donc, en l'occurrence, il me semble qu'ici, on a affaire quasiment à une proposition de politique du logement social pour les punaises de lit, si je résume. Il s'agit d'une solution plus bienveillante à l'égard de ces animaux. Et ça donne, c'est une illustration, mais parmi beaucoup d'autres, de ce que l'antispécisme peut proposer au plan politique pour maintenant construire un monde qui sera en cohérence avec cette idéologie-là qui s'est développée depuis maintenant un demi-siècle. Alors justement, comment elle s'est développée ? C'est-à-dire, ça a commencé comment l'antispécisme ? Alors l'antispécisme, dans votre livre, mais vous pouvez le dater. Alors soit sur le temps très long de l'apparition du végétarisme, qui est en fait quasiment concomitant de l'apparition de l'alimentation de la viande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'humanité a commencé à attribuer à la viande une valeur culturelle, civilisationnelle et parfois même spirituelle, il y a eu des gens dans les sociétés, y compris antiques, qui s'y sont opposés. Je pense par exemple à Pythagore, qui lui-même d'ailleurs croyait dans la réincarnation des âmes. Donc ça lui passait peut-être l'envie aussi de manger un steak s'il avait l'impression de consommer son aïeul. Bon, et je passe rapidement, mais si vous voulez, vous avez des penseurs du végétarisme dans toute l'histoire de la civilisation européenne, jusque d'ailleurs aux Lumières. Voltaire était lui-même un ardent pourfendeur des mangeurs de viande. Rousseau écrivait aussi au détour d'un de ses livres que la consommation de viande avait tendance à rendre l'homme beaucoup plus agressif et violent. Et ensuite, vous avez sur l'histoire beaucoup plus récente Peter Singer, un penseur australien, un philosophe moraliste, qui, en 1975, écrit La libération animale. Là, c'est un best-seller, c'est un livre qui va inspirer... 75, donc c'était il y a une cinquantaine d'années. C'est un best-seller au sens où il va avoir une portée dans le milieu progressiste qui sera extrêmement large, et il va inspirer beaucoup d'auteurs qui ensuite, après Peter Singer, vont approfondir les intuitions qu'il décrit dans ce livre. La libération animale, c'est très simple, c'est le premier manifeste antispéciste, c'est l'idée que la souffrance de tous les animaux vivants nous concerne, en tant que nous sommes des agents moraux et que nous avons le devoir d'éviter cette souffrance. Du moment qu'un animal est capable de souffrir, cette souffrance-là est un scandale moral pour l'homme. Ça, c'est ce qu'écrit Peter Singer. Juste un mot, on va continuer la discussion, Paul Sugy, mais Peter Singer ne s'est pas posé la question du fait que les animaux entre eux étaient quand même extrêmement prédateurs, y compris dans leur propre... Si, les antispécistes se posent souvent cette question-là, et l'une des opinions, alors l'antispécisme est une nébuleuse, comme beaucoup de courants à gauche, et vous avez souvent des opinions contradictoires et des débats, mais plusieurs auteurs antispécistes prennent au sérieux cette objection et disent, dans ces cas-là, puisque l'homme seul est capable de morale, il aura la responsabilité de répandre cette morale dans le monde animal, c'est-à-dire en gros de prendre son sifflet d'arbitre et de venir sonner la fin de la récréation dans la savane, ce qui suppose par exemple de modifier le génome des lions pour leur passer l'envie de manger une gazelle ou d'enfermer celle-ci dans des enclos safe space comme on fait dans les universités californiennes. L'intelligence artificielle va y pourvoir. Ça. Alors, on a quand même un horizon radieux qui se profile. Paul Sugy, en fait, c'est devenu
plus qu'une doctrine, une idéologie politique. C'est une idéologie, alors qui avant d'être politique était morale et ensuite philosophique. C'est-à-dire que c'est né dans des courants de philosophie morale où on essaie de faire évoluer la question de quel est le devoir de l'homme, quelle est sa responsabilité à l'égard du vivant. Et c'est devenu même un courant philosophique au sens où ensuite, à partir de cette considération morale, on a proposé une nouvelle façon de définir les frontières de l'humain et de l'animal. Et cela sous l'effet d'un calque, dirais-je, entre la déconstruction de certaines autres frontières fondamentales pour l'anthropologie. Je pense par exemple à la différence entre les sexes, qui a été attaquée par les coups de boutoir de la French Theory dans les années 60 et 70. Ouais. Et bien de la même façon, on s'en est pris au tournant des années 80 et 90 à l'université française et pas seulement, dans les grands milieux pensants du monde occidental, on s'en est pris à la différence entre les espèces et en particulier à la frontière de l'humanité. Et des philosophes comme Jacques Derrida, qui sont encore aujourd'hui des grands pontes de la pensée française, ont mis à bas justement cette idée que l'humanité serait séparée du reste du vivant et que la vie humaine serait sacrée, empreinte d'une dignité supérieure à celle des autres animaux. Quelles que soient les espèces, les origines. On en parle tout de suite après les informations avec Paul Sugy et ce très bon livre, très intéressant, L'extinction de l'homme. Et avec les auditeurs, évidemment, vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Venez poser des questions à Paul Sugy. Vous pouvez aussi revenir sur tous les autres sujets, la déconnexion entre deux mondes, Mila qui dit que l'État est là, Chiappa qui chauffe la salle. Revenez sur tous ces sujets tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors Paul Sugy, si j'ai bien lu votre livre, après la lutte des classes, après la lutte des races, avec les décolonisés, indigénisés, racisés et autres, maintenant c'est la lutte des espèces. Et c'est presque une lutte finale, enfin en tout cas la violence est là. Alors la lutte finale, certainement pas. Peter Singer, dont nous parlions à l'instant, a une phrase très drôle qu'il écrit en préambule de La Libération animale. Il dit « Nous devrions toujours hésiter avant de parler de la dernière forme existante de discrimination ». Sous-entendu, si vous cherchez, vous pourrez toujours trouver de nouvelles catégories de discrimination, ce qui est rassurant pour les militants de gauche qui auront, eux, toujours aussi de l'avenir dans leur lutte. Et en fait, alors dites-moi un peu, vous énumérez, vous faites l'inventaire un peu dans le livre, dans votre livre, d'un certain nombre de textes tout à fait étonnants. Je voudrais que vous en parliez. C'est-à-dire qu'à des moments, on se dit, mais c'est véritablement un renversement de perspective. En fait, pratiquement quelque part, même si c'est pas dit comme ça de votre titre, L'extinction de l'homme, mais avant ça, l'homme passe quand même en deuxième position. Quelque part. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la considération que les antispécistes accordent au monde animal en vient à faire des calques parfois grossiers de privilèges, de droits que l'on accorde aujourd'hui exclusivement à l'homme et qui devraient également être autorisés pour les animaux. Par exemple. Qui devraient leur être accordés. Ouais. Par exemple, vous avez un livre passionnant qui s'appelle Zoopolis, qui a été écrit maintenant il y a une dizaine d'années et qui propose justement ce que serait un monde zoopolitique, c'est-à-dire une société ouverte, inclusive, dans laquelle les animaux auraient des droits à côté de nous et les auteurs envisagent l'idée d'accorder une citoyenneté aux animaux domestiques. C'est-à-dire que pour eux, le registre du droit est un petit peu compliqué, parce qu'à partir du moment où on a des droits, on a aussi des devoirs. Pour les animaux, c'est compliqué, parce qu'ils n'ont probablement pas de conscience du bien et du mal. Et donc, par conséquent, ils leur proposent une citoyenneté, c'est-à-dire la garantie de droits qui seront respectés grâce à l'intervention de tuteurs humains qui siégeront par exemple au nom des animaux dans les assemblées politiques, qui iront du conseil municipal jusqu'au Parlement. Vaches, des cochons, des couvées, etc. Voilà. Mais quelque part, c'est déjà presque le cas lorsque vous nommez un conseil municipal en charge du bien-être animal. Vous êtes déjà dans une forme de représentation parlementaire des intérêts des animaux. Là, ça ira encore plus loin. Il faudrait inculquer aux animaux de compagnie nos codes et nos valeurs pour que leur cohabitation avec nous se fasse de la meilleure façon possible. Et donc pour cela, il faudrait non plus les dresser, ce qui est extrêmement violent et paternaliste, mais les éduquer. Éduquer, c'est le mot qu'on retrouve dans l'éducation nationale, par exemple. Ça veut dire une politique peut-être de scolarisation des animaux, je ne sais pas, il faudra voir exactement dans le détail comment est-ce qu'on s'y prendra. Moi, je m'amuse à observer aussi que si on considère que la vie animale a autant de valeur que la nôtre, il serait juste et légitime d'inventer une sécurité sociale pour les animaux avec un système hospitalier, des CHU, je ne sais quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas avec les cliniques vétérinaires que l'on va pouvoir porter assistance à tous les animaux sauvages. Certains vont jusqu'à le proposer, non. Je ne l'ai pas lu pour la sécurité sociale, mais en tous les cas, beaucoup disent qu'effectivement, les
cliniques vétérinaires s'intéressant qu'aux animaux de compagnie et ceux encore qui sont entre les mains de propriétaires suffisamment riches pour leur assurer des soins, il faudrait pouvoir publiciser les aides au niveau de la santé des animaux. Et c'est certain que si on prend au sérieux l'idée que la vie animale est aussi précieuse que la nôtre, on est encore très loin du compte. Vous voyez. D'accord. Donc toutes ces propositions-là existent. Elles ne sont encore qu'en germe, c'est-à-dire que l'antispécisme est une pensée en mouvement qui sent qu'il a le vent de l'époque qui souffle dans ses voiles, car je crois que tout dans notre époque nous prédestine justement à aller plus loin sur la question de la dignité animale et notamment les confusions actuelles que nous connaissons sur la question de l'homme. Peut-être même l'incapacité aujourd'hui qu'a l'homme de se définir et de définir les frontières de son humanité. Et vous diriez quand même qu'il y a incontestablement, même si c'est en creux, mais enfin pas tellement, un parallèle, en tout cas, je dirais des interactions, ou une synergie entre tout ce qui se passe au niveau du genre, au niveau du woke, au niveau de la cancel culture. C'est pas moi qui le dis, si vous voulez. Quand vous avez des penseurs qui se définissent comme fémélistes, c'est-à-dire une contraction entre féministe et animaliste, c'est justement l'idée qu'il y aurait une convergence des luttes, selon le terme consacré, une intersectionnalité des luttes entre le féminisme d'un côté, enfin un certain féminisme, effectivement, adepte du wokisme et de la cancel culture, un féminisme radical et plutôt violent dans son approche et dans son style, et l'antispécisme qui d'ailleurs lui-même peut dériver parfois dans une forme de violence militante, on l'a vu encore récemment. Donc si vous voulez, vous avez dans tous ces courants-là l'idée que la société s'est construite autour d'une oppression qui en gros aurait été le fait de l'homme blanc hétérosexuel, et que cette oppression-là, systématique, systémique, aurait exclu de nos sphères de considération des individus que notre langage, notre culture, nos valeurs, notre civilisation aurait peu à peu rendu inférieurs. Et donc, par conséquent, du moment que nous avons intégré cette infériorité de l'animal jusque dans notre vocabulaire, par exemple, beaucoup des insultes qu'on utilise sont des noms d'animaux. Lorsqu'on vous traite de porc, bon, a priori, c'est pas un mot très sympathique. Juste une incidente. Vous savez que quelqu'un disait vous ne pouvez plus, pour dire lâche, vous ne devez plus dire poule mouillée, parce que c'est une insulte aux poules. Ben évidemment. Et donc en fait, pour ces militants-là, donc le langage, la culture, les représentations en général que nous avons forgées de l'animal sont infériorisantes et montrent que nous avons donc pris nos préjugés petit à petit pour un ordre de fait. Et donc pour dénaturaliser cette idée que l'homme serait supérieur à l'animal, il faut faire s'effondrer notre culture, tout l'arsenal civilisationnel que nous avons déployé pour rendre compte de la prééminence de l'homme doit être dépassé. Et en cela, on est directement dans le champ de la cancel culture. Et ça commence déjà, par exemple, L214, vous savez, l'association animaliste qui prône de façon radicale la fin d'un certain nombre de méthodes d'élevage et d'abattage. L214 a fondé il y a quelques années. A raison, quelquefois, parce qu'il y a des abattoirs qui sont terrifiants. Absolument. Non, L214 a le mérite d'avoir effectivement porté dans le champ du débat public certaines situations qui sont parfois ignobles. Mais L214 est une association dont l'objectif caché est de mettre fin à l'élevage et pas simplement aux formes les plus cruelles d'élevage. Et donc pour cela, ils ont bien compris qu'ils pouvaient s'appuyer sur la sentimentalité des plus jeunes enfants, qui sont peut-être les plus empreints justement d'empathie à l'égard des animaux. Et donc pour cela, ils ont fondé une antenne qui s'appelle L214 Éducation. Ça date d'il y a quelques années. Et qui, malgré l'interdiction actuelle aujourd'hui du ministère d'intervenir dans les écoles, continue de le faire dans un certain nombre de classes. Et leur distribue des prospectus où on présente les animaux sous un joug, encore une fois, très anthropomorphique, avec des sentiments humains qui sont prêtés aux animaux de ferme. Et à la suite de cette description du sentimentalisme animal, eh bien, on propose aux enfants de devenir véganes et on les renvoie vers des sites justement qui prônent un mode de vie entièrement vegan. Et ils ont accès à certaines écoles ou à certaines... Je me souviens plus du chiffre exact, mais j'avais rencontré celui qui mène cette mission pour L214 et il m'avait parlé d'une centaine de classes au moins, effectivement, dans lesquelles ils intervenaient. J'avais eu le prospectus et effectivement, j'avais vu cette double page où à la fin, après plusieurs pages larmoyantes sur la cruauté à l'égard d'animaux qui pourtant aiment leur maman, aiment jouer, aiment méditer devant les trams. Bon, on voit un peu tout ce qu'on peut faire, c'est quasiment Disney dans le texte. Et bien après ça, l'association propose aux enfants un mode de vie vegan, cela même alors que beaucoup de nutritionnistes aujourd'hui alertent sur les conséquences potentiellement dangereuses aussi de ces régimes qui sont très facilement carencés. Et d'ailleurs, et ça c'est intéressant, la solution aujourd'hui pour éviter d'être carencé en vitamines quand on est vegan, c'est de prendre des compléments vitamine B12. Là c'est intéressant parce que l'on voit qu'il y a une complémentarité entre l'artificialisation
gestion de la nourriture, mais en règle générale du rapport de l'homme à son environnement. Donc en fait l'anti-écologisme technologique primitif. Il y a une complémentarité entre cela et le véganisme. C'est-à-dire que en gros, les technostructures industrielles avancent main dans la main aujourd'hui avec les antispécistes pour construire un monde de plus en plus artificiel, parce que c'est cette artificialisation de notre rapport à la nature qui seule permet de moraliser notre présence dans l'univers. C'est-à-dire, ne vous occupez des animaux, on vous donnera les pilules qui vont remplacer. Exactement. Grosso modo. Mais c'est déjà ce que font la part des véganes, qui vont acheter ces pilules en pharmacie ou dans leur biocoupe et qui utilisent ça justement pour remplacer les protéines qu'ils ont dans la viande. Et en fait, oui, mais à un moment donné, dites-moi, vous en parlez, mais ça va se heurter quand même parce qu'il y a intérêt, lobbies. Mais enfin, je veux dire, on ne voit pas quand même la majorité de la population française, ou même la moitié, se dire terminer la viande, terminer tout cela. Enfin, je ne parle pas de la filière porcine, je parle pas. La France, c'est quand même aussi le monde agricole. Et est-ce qu'on voit, alors ça veut dire que c'est la fin, enfin, pour eux, si on va jusqu'au bout, pour les antispécistes, c'est totalement la fin de l'élevage, quoi. Vous avez deux façons de remplacer la consommation de viande ou d'y mettre un terme. Soit vous en prenez à l'offre, soit vous en prenez à la demande. Si vous interdisez un certain nombre de pratiques dans le monde de l'élevage, voire qu'à terme vous interdisez l'élevage en lui-même, vous en prenez à l'offre et vous empêchez effectivement les producteurs et tous les lobbies que vous avez cités de faire leur métier. Vous en prenez à la liberté d'entreprendre, et en France, Dieu merci, il y a encore quelques boucliers qui la protègent, encore que ceux-ci sont bien fragiles et qu'on a pu, depuis un certain nombre d'années, créer des règlements et des normes à n'en plus finir justement, pour parfois entraver aussi cette liberté chez les agriculteurs. Bon, souvent sous les meilleures intentions du monde, je ne nie pas cette réalité-là. En revanche, je me permets juste une parenthèse là-dessus. Quand on commence par exemple à obliger les entrepreneurs français de l'agroalimentaire à respecter des normes, on importe ceci sans aucune taxe venue de pays qui n'ont pas ces mêmes normes, des produits alimentaires qui sont produits dans des conditions désastreuses. Fin de la parenthèse. Là, vous en prenez à l'offre. La meilleure façon et la plus, je dirais la plus douce, c'est de s'en prendre à la demande et de créer un marché de substitution. C'est-à-dire de proposer aux consommateurs une viande qui soit plus éthique, mais qui ne soit pas prélevée sur l'animal. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on chiffre à plusieurs milliards de dollars les perspectives et les débouchés commerciaux de cette viande artificielle ou cette viande de substitution qui peut être soit produite avec des végétaux. Alors soit produit avec des végétaux, c'est un steak de soja par exemple, d'un steak de bœuf, soit, et là c'est encore plus artificiel dans la production, c'est la viande produite en laboratoire à partir de cellules souches prélevées sur des embryons animaux qu'on fait se développer in vitro jusqu'à pouvoir former un steak. Et cette viande-là existe déjà. Il y a un entrepreneur qui avait présenté il y a quelques années un burger fait avec un steak qui avait été produit en laboratoire. Et il y a plusieurs startups, notamment deux grandes en France, mais ensuite beaucoup aux États-Unis et en Israël, qui investissent des milliards de dollars dans ces technologies-là. Et est-ce que quelqu'un a pu rapporter ce que ça donnait au niveau du goût ? Semble-t-il qu'on ne fait pas très bien la différence. Enfin, en tous les cas, c'est ce que disent ceux qui s'en réclament. Encore une fois, en tous les cas, la stratégie est très claire. C'est-à-dire qu'il s'agit de proposer aux consommateurs une viande alternative. Et finalement, lorsque les éleveurs français ne trouveront plus aucun débouché pour la viande de leurs vaches, ils finiront par mettre la clé sous la porte. C'est ça. En fait, ça revient à la première option. L'élevage va disparaître. Voilà. La question que je pose, parce qu'après tout, on pourrait se dire, oui, mais enfin, si justement ça nous permet de faire moins souffrir d'animaux et que cette viande-là est de bonne qualité, pourquoi pas? Moi, la question que je pose, c'est quel monde voulons-nous habiter? Est-ce que l'on veut garder l'idée que l'homme, ayant une responsabilité à l'égard du vivant, est capable de créer des harmonies dans la nature et des équilibres? Et c'est ce qui se passe avec l'élevage traditionnel, pas toutes les formes d'élevage, parce qu'on sait justement à quelle folie industrielle parfois les technologies ont pu conduire dans le monde de la ferme. Mais cet élevage traditionnel où l'éleveur est à la fois celui qui modélise et structure les paysages et en même temps celui qui prend soin de ses bêtes et donc qui entretient un rapport de gardiennage finalement par rapport au vivant et par rapport à la nature, ou alors est-ce que l'on veut confronter l'animal à la machine, puisque c'est la machine qui ira prélever les cellules souches animales et qui ensuite produira le tout sans l'intervention de l'homme, et en tous les cas sans cette responsabilité ancestrale qu'ont les bergers et les éleveurs et les fermiers depuis la nuit de l'humanité. Eh bien on remplacera encore une fois cette responsabilité humaine par le truchement de la machine. On est loin et on est tout près de la ferme des animaux d'un certain George Orwell. À tout de suite. Et vous réagissez 0826 300 300 justement sur ce projet fou des antispécistes et puis sur tous les autres projets fous que nous avons déjà abordés. Mila, l'État est lâche, Marlène Schiappa, chauffeuse de salle. On vous attend.
L'antispécisme, un sujet qui vous fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Paul Sugy et son livre L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes chez Talandier. Et on donne la parole à Hélène qui nous appelle de Fumel, c'est en Lot-et-Garonne. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour madame, bonjour monsieur Berkoff, bonjour monsieur le monsieur antispéciste qui a écrit le livre. Voilà. Ouais. Je voulais vous parler parce que voilà, j'ai vécu avec un éleveur de moutons, vous voyez, et moi je suis pas antispéciste, je suis pas végan, tout ça. Vous voyez, je pense que les renards, eux aussi, ils ont le droit de vivre, puisqu'ils me bouffent mes poules. Ouais. Et je trouve tout ça un peu hypocrite quand même. Ouais. C'est-à-dire en quel sens, Hélène? Mais dans le sens que, bon, nous les humains, bon d'accord, on a le droit de manger. Moi, vous voyez, mon compagnon, il vendait des moutons, bouffait du mouton, tout ça. Mais bon, de là à dire comme ça que les antispécistes, ils font ci, ils font ça, et les animaux, ils sont... Je sais pas comment vous dire, ils sont pas comme nous, mais bon, j'ai vécu avec des animaux, et je sais ce que c'est. Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas comme nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez dire quelque part qu'il faut les protéger à tout prix. Il faut pas manger de vous. Les protéger à tout prix, mais les protéger comme nous. Parce que bon, je sais pas moi, mais vous voyez, quand vous parlez comme ça aussi des vétérinaires, moi les vétérinaires, je les connais. J'en ai vu je sais pas combien. Là, on leur a permis de nous vacciner contre le Covid. Bon. Ouais. Et là aussi, vous dites comme ça, les vétérinaires, tout ça, il faut pas les dénigrer non plus, parce que bon... non, on les dénigre pas. On les dénigre pas, on n'a jamais dénigré les vétérinaires. Hein. On ne dénigre pas, non, on essaye simplement de dire, est-ce que effectivement, manger de la viande, effectivement, ça participe d'un crime contre les animaux? Parce que beaucoup disent ça. Bon, je vais vous dire, dans la nature, les animaux, ils mangent de la viande. Oui. Et nous aussi. Ben voilà, exactement. On est bien d'accord. Donc on est à peu près à égalité. On est un peu des concurrents tous. Hein. Ah oui, en plus ils se concurrencent entre eux. Non, la grande différence, si vous voulez, c'est que les animaux mangent les animaux et les hommes, à part les cannibales, ne mangent pas les hommes. C'est qu'il y a quand même une légère différence. C'est pas rien, ça. Hein. Faut quand même... Oui, c'est pas rien. Quoique dans certaines villes, il y en a qui mangent les cervelles des humains, et c'est pour ça qu'il y a eu le procès Jacob. Ça, c'est autre chose. Ok, merci Hélène. Clémence. Merci Hélène. On va à Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité. Et voilà. Moi, la dame qui m'a précédé a dit une chose que je voulais évoquer, c'est rappeler quand même que dans l'évolution, les animaux qui se sont succédés dans la chaîne de l'évolution, ils constituent quand même une grande chaîne alimentaire, ils se mangent les uns les autres, quoi. C'est-à-dire que finalement, la nature est faite de gens qui se nourrissent au travers de ceux qui leur convient le mieux. Et il se trouve que si l'homme est c'est un des animaux les plus évolués, c'est au prix de la nourriture qu'il a eue. Donc ça, c'est le premier point. C'était bon de le rappeler. Elle l'a dit. L'autre question que je voudrais évoquer, moi, c'est que dans les excès des antispécistes, j'ai entendu dire il fallait plus du tout il fallait laisser les animaux libres et ne plus leur donner de contraintes, ne plus rien faire, etc. Alors, d'une part, vous avez entendu qu'à une certaine époque, certains se sont opposés à ce qu'il y ait des chiens guides d'aveugles, ce qui est quand même un paradoxe social incroyable. Mais je veux dire que si on ne s'occupe plus des animaux, il n'y a plus de nature, parce que s'il n'y a pas de vaches pour brouter les prés, s'il n'y a pas de moutons élevés, qu'il n'y a que des moutons qui se défendent contre les loups, et puis plus de vaches parce qu'elles ne se développeront pas toutes seules, il n'y a plus de nature, on revient à la forêt primaire là, hein. Il n'y a plus de pâturage, il n'y a plus rien. Et puis dernière chose aussi qui est un peu, j'ai entendu, on a cité le fait que pour ces gens-là c'est une convergence des luttes contre le suprémacisme de l'homme blanc. Moi, je rappelle que ce que je crois avoir appris, c'est que les premiers humains sont apparus en Afrique, et c'est pas de notre faute à nous si le développement optimal de la société qui a suivi et qui conduit à la nôtre s'est fait par les hommes sous des latitudes où ils sont blancs. Hein. Donc, moi, je trouve que globalement, c'est très triste d'arriver à des idéologies comme Émeric Caron qui dit que le moustique
moustique et son cousin. Je veux dire, d'abord, on n'a pas demandé aux moustiques ce qu'ils en pensent, et souvent, quand on fait parler les animaux, en fait, c'est nous qui parlons, c'est pas les animaux, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et deuxièmement, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est le bourrage de crâne qu'on commence à faire à nos enfants. Parce que moi, s'il y avait un cataclysme un jour, que ce soit une guerre ou un cataclysme nucléaire qui détruise une bonne partie de l'humanité, si on devait retrouver à se nourrir soi-même, je ne sais pas comment nos enfants feraient pour se nourrir, franchement. Ouais, c'est une bonne question, Paul Sugy. Oui, c'est très intéressant, monsieur, ce que vous venez de dire, effectivement, puisque vous soulignez deux paradoxes importants. C'est que d'une part, la consommation de viande était une étape probablement obligatoire du processus d'évolution de l'homme, tel que le connaissent les chercheurs aujourd'hui en tous les cas. On en discutait en antenne juste avant, c'est-à-dire que par exemple vous avez beaucoup d'études qui montrent que si l'homme a développé autant son intelligence et aussi vite par rapport aux autres animaux, c'est notamment parce que il s'est mis à chasser et à consommer de la viande. Et par ailleurs, au-delà de cette histoire évolutive que vous rappelez fort justement, vous avez raison aussi de dire que l'antispécisme est un fantasme humain, que les animaux ne s'embarrassent pas d'autant de principes lorsqu'il s'agit ensuite de se nourrir eux-mêmes. Et en cela, vous avez tout à fait raison. Et c'est à la fois le propre de l'homme que d'être capable d'envisager non pas seulement les conditions de sa propre survie, mais aussi celles de la responsabilité qu'il a à l'égard du reste de l'univers, en particulier du monde vivant. Et partant de là, l'antispécisme est quelque part, au fond, une forme de renaturalisation de l'homme, c'est-à-dire d'effacement de son emprise sur le vivant et sur la nature. Et donc, parce que nous aurions probablement un petit peu honte de nous-mêmes, peut-être un peu honte aussi de la place qu'a pris l'homme dans le monde, qui est omniprésent, puisque maintenant il y a très peu d'espaces qui n'ont pas encore été modifiés, remodelés par l'homme. Nous savons aussi que notre action a commis des effets délétères sur, par exemple, les espèces animales, dont un certain nombre sont en voie d'extinction ou éteintes par notre propre faute. Eh bien, nous prônons pour certains d'entre nous, les plus radicaux, une forme de mouvement inverse, de décivilisation du monde, d'effacement et de retranchement de l'humain à l'intérieur de ses propres remparts, et nous abandonnerions donc à son sort le monde vivant. En cela, l'antispécisme est probablement aussi une forme d'irresponsabilité et de repentance. Et de repentance, mais c'est en ça que je pense que l'antispécisme, au fond, déteste probablement l'humain intrinsèquement. Il a honte de lui-même et il veut l'atrophier dans sa responsabilité et dans l'action qu'il entreprend à l'égard du monde. Clémence. Allez, vous continuez tous de nous appeler, vous êtes déjà nombreux, mais continuez, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La blanquette de veau, justement, tiens, on parle des antispécistes, et c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Allez, on donne la parole à Philippe, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour messieurs, dames. On vous écoute Philippe. Oui, je voudrais amener un argument qui pour moi est très important à propos du respect de la vie, c'est-à-dire que les idées, les pensées des antispécistes et des végans s'arrêtent à une certaine limite du mental humain. Mais si on va plus loin dans la spiritualité, et notamment si on se réfère aux expériences de mort imminente, les NDE, les EMI, eh bien, les gens qui ont vécu ça disent en général que pour eux, un brin d'herbe, un animal, un être humain, un arbre, tout est vivant et tout est au même niveau de spiritualité, de vie, de lumière et d'amour, et que tout est à égalité. Et donc, il n'y a pas à prendre plus en compte l'être humain, l'animal ou la salade. Donc, si on va jusque-là, dans l'idée, eh bien, les antispécistes ne devraient même plus manger de salade. Donc, ils mourraient de faim. Donc, c'est ridicule, leur fantasme. Oui, vous dites qu'à partir du moment où on considère que tout est vivant et qu'il ne faut toucher à rien, effectivement, on se demande avec quoi ils vont se nourrir, sauf à passer ce dont parlait Paul Sugy, à l'industrialisation et à la fabrication artificielle d'un certain nombre d'artefacts. Mais c'est encore une autre question. Voilà, on ne va pas se nourrir de pilules, encore, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante, mis à part le véganisme et l'antispécisme, c'est que tout élevage, toute culture, tous les fruits,
tout ce que l'être humain produit en nourriture, ou tout ce qu'il fait dans sa vie, doit être respectueux même de notre être humain, ou même de tout ce qu'il va nourrir. Quelqu'un qui élève des chèvres, eh bien, il aime les chèvres. Il peut le faire avec beaucoup d'amour. Mais c'est sûr qu'on peut le faire aussi de mauvaise façon. C'est ce qu'on disait. Oui, Paul. Oui, c'est très juste et c'est même nécessaire, je crois, de rappeler qu'effectivement, l'élevage est une façon de respecter profondément la nature et le vivant. Et c'est un point aveugle qui, à mon avis, est d'abord dû à de la mauvaise foi de la part de beaucoup de militants antispécistes qui, on le sait par leur sociologie, sont des gens qui sont souvent déconnectés aussi des réalités du monde rural. L'antispécisme n'est pas d'abord un mouvement ni de la campagne, ni des centres-villes, c'est un mouvement périurbain. On le voit par exemple avec la sociologie du vote animaliste. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui vivent à la frontière entre la ville et la nature, qui ont perdu la réalité avec cette dernière. Et qui ne sont pas dans les villes non plus. Il y a forcément des formes de, il y a forcément des formes de véganisme très urbain. Il y a un boboïsme un petit peu, par exemple, là où on peut s'appuyer effectivement sur une évolution et un indicateur récent, c'est le nombre de restaurants 100% véganes qui ont ouvert à Paris ces dernières années et qui se concentrent à Paris d'ailleurs. Il y en a beaucoup moins à Bordeaux, à Lyon. Alors maintenant, tous les restos ont au moins une assiette végane, mais des restos 100% véganes, c'est essentiellement parisien. Mais par contre, les gens qui votent pour le parti animaliste sont des gens qui souvent vivent aux frontières entre les villes et les campagnes. Et donc, en tous les cas, ce sont des gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent très mal la ruralité, c'est-à-dire la paysannerie, la chasse, etc. Et qui, du coup, ont une approche très abstraite et souvent réductrice de ces métiers ou de ces loisirs. Et en ce qui concerne en particulier les éleveurs, ils associent de toute façon le fait de conduire sa bête à l'abattoir comme de la cruauté, de la barbarie et de la violence. Et ils ne conçoivent pas que l'on puisse aimer raisonnablement, enfin en tous les cas porter une affection, parfois même une amitié réelle à son troupeau, pour ensuite le destiner à la consommation de viande. Et ils vont jusqu'à dire que le fait de tuer un animal pour le manger, c'est un acte gratuit. Or, il n'y a rien de gratuit dans la mort de l'animal de ferme, au contraire même, puisque en quelque sorte, la vie de cet animal est anoblie par le fait qu'elle soit justement destinée à la consommation de l'homme. De la même façon que le cerf qui est tué avec les honneurs de la chasse à courre connaît une forme d'honneur que tous les animaux de la forêt pourraient lui envier. De la même façon que le taureau qui est conduit dans l'arène pour affronter le matador, lui aussi est tué avec justement tout l'honneur de ce que la civilisation et la culture humaine peuvent produire, là, justement Paul, pour mettre en scène cette amitié. Vous allez susciter les hurlements que j'ai déjà entendus dans l'émission sur la corrida. Non, mais c'est nécessaire de dire que l'on peut respecter l'animal et désirer sa mort, non pas seulement pour lui insuffler cet acte sacrificatoire de l'homme, mais voilà, parce que l'homme a besoin de l'animal et il a besoin de tuer l'animal pour s'accomplir, pour vivre, pour manger, pour se vêtir et toutes ces activités-là, qu'il s'agisse de la nourriture, de l'habillement, de la mode, font partie de notre culture. Et il y a derrière l'antispécisme une détestation de la culture humaine. Ah oui, et qui est une culture millénaire, ne l'oublions pas. Clémence. Allez, on donne la parole à Cécile qui nous appelle du Lot. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Cécile. Ah, c'est Isabelle. Isabelle de Bordeaux. Bonjour Isabelle. Isa. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pris l'antenne en cours d'émission, donc je ne sais pas ce qui a été dit précédemment. Mon idée, c'était de réagir, parce que peut-être ça a été fait au début de l'émission. Est-ce que vous avez fait le distinguo entre antispéciste, vegan et végétalien ? Je ne sais pas si ça a été fait. Oui, on a fait le distinguo entre antispéciste et vegan, en tout cas. On a bien fait la différence. Hein. Est-ce qu'on dispose de statistiques, de chiffres qui font le décompte Environ 5% de vegan en France aujourd'hui, oui, on se parle. Mais donc mon idée de décompte qui fasse bien la différence entre ceux qui se réclament de l'antispécisme, ceux qui se déclarent comme vegan et ceux qui sont simplement végétaliens, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on a une idée, en fait, vous dites quand on dit vegan, 5% de la population? Oui, à peu près, si on enquête sur les modes de vie. Les antispécistes, c'est plus compliqué à déterminer, parce que c'est un courant d'idées, donc on y adhère plus ou moins, c'est jamais très clair. Et surtout, on ne sonde pas les gens sur leur adhésion idéologique, on ne va pas demander aux gens est-ce que vous êtes marxiste, est-ce que vous êtes ceci, cela. Bon. Mais en tous les cas, il y a vraiment... Le problème de votre intervention, cher monsieur, c'est que tout est mis dans le même sac de l'antispécisme, et or... Ah non, je parle vraiment de l'antispécisme en tant que tel, hein, pas du véganisme.
véganisme, je parle vraiment des idées. Après, les gens font bien ce qu'ils veulent, c'est-à-dire manger de la viande ou pas, ça ne me regarde pas. Moi, je parle vraiment du discours antispéciste. De la consommation, parce que vous abordez des thématiques liées à la consommation, donc qui sont liées au végétalisme. D'autres qui sont liées à l'exploitation des animaux pour le divertissement, comme la corrida, j'ai pas entendu le reste. Et d'autres qui sont liés à l'antispécisme, donc la viande végétale. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors je vais clarifier les choses pour être bien clair justement là-dessus. Il me semble vraiment qu'il peut y avoir de très bonnes raisons de se passer de viande pour des considérations environnementales, pour des considérations nutritionnistes. Et vraiment, c'est pas mon sujet. Je m'intéresse pas au comportement individuel. Je m'intéresse au discours antispéciste en tant que celui-ci, justement, au nom d'arguments idéologiques, prône l'abolition, l'interdiction légale. André, tout à l'heure, utilisait même le terme totalitaire, parce qu'effectivement, il s'agit d'une mesure liberticide qui, au nom de cette idéologie, entend interdire cette fois-ci à tout le monde le fait de manger de la viande. Donc, c'est pas le véganisme. On peut être végane à titre individuel. L'antispécisme, c'est le véganisme pour tout le monde, imposé par le haut, par la loi, peut-être un jour, à tous les sujets du royaume, parce que le prince aura décidé qu'il n'est désormais plus loisible de consommer de la viande, plus personne n'aura le droit de le faire. Oui, Isabelle, allez-y. Alors oui, je pense que l'antispécisme, alors c'est un ressenti, concerne assez peu de gens finalement dans le mouvement vegan. Et dans le mouvement vegan, vous avez une majorité de gens qui sont plutôt intéressés par la problématique de l'alimentation. Donc quand on fait une émission et qu'on agite le chiffon rouge de l'antispécisme, j'ai bien peur qu'on crée une vague de défiance et de détestation. Donc on en a assez en France de ce genre de barricades. Et il faudrait plutôt essayer de faire intervenir les gens et de les écouter et de savoir ce qu'ils ont à dire. Parce que votre émission, elle crée une haine et... Non. Attendez. Alors là, pour rebondir sur les termes que je viens d'entendre, est-ce qu'on va attendre que le roi impose à ses sujets? Donc regardez la rhétorique de monsieur... je n'ai pas le nom puisque j'étais Paul Sugy, oui. Voilà, il faut faire attention aux mots. Moi, je suis professeur de français et pas que de français. Je suis extrêmement attachée à la précision des mots. Et vous avez raison là-dessus. Qui amène, mais vous rendez-vous compte que les mots sont des armes. Et là, il faut faire très attention. Vous avez raison. Créer des mouvements incontrôlables. Oui, mais attendez, madame. Et vous savez, il faut aussi, si vous faites attention aux mots, faites attention aussi à vos mots. C'est-à-dire que écoutez aussi ce qui se dit. Vous avez pris l'émission en cours, je comprends, et c'est très bien que vous interveniez. Mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Le problème n'est pas ni de susciter de la haine, ni susciter quoi que ce soit. Mais vous savez, moi, quand je vois des gens qui vont caillasser des boucheries, les petites boucheries, ils vont pas caillasser les grands abattoirs, et des militants de telle ou telle cause végane ou ailleurs, je dis que la haine, elle est à ce moment-là des deux côtés. Donc il faut faire attention aussi, pas seulement aux mots, mais aux actes. Vous voyez, il faut pas non plus aller... Et l'émission, elle n'est pas du tout là-dessus. L'émission est de dire, au fond, les antispécistes qui disent, c'est ça le sujet du livre de Paul Sugy, les antispécistes qui disent, écoutez, c'est très simple, toute cause de vivant, il faut que l'animal, il a les mêmes droits, mais pas les mêmes devoirs, évidemment, que l'homme. Et moi, je vais vous dire une chose qui est très gênante, c'est pas que l'un est supérieur à l'autre, mais André Malraux a une phrase définitive là-dessus et très forte. Il dit que les hommes, ce sont les seuls animaux qui savent qu'ils doivent mourir. Et si vous êtes professeur, vous savez ce que c'est que la conscience de cela. C'est-à-dire, on sait, dès notre plus jeune âge, que nous sommes mortels. Voilà. Comme les civilisations savent qu'elles sont aussi mortelles. Donc l'idée, c'est pas du tout de susciter chez nous, et là chez moi, une haine anti-végane, ou même pas une hostilité anti-végane. Je dis que les fanatismes, malheureusement, sont de tous bords, et nous, on est là pour les combattre, mais simplement expliquer. Et l'explication, est-ce que l'homme est l'animal? Est-ce qu'il faut exactement en parler de la même façon ou pas? Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis à fond pour le dialogue, l'explicitation. C'est ça qui sauve l'humanité. Mais de grâce, messieurs, mesdames, soyez modérés dans vos propos. Parce que après, sur le fond, sur l'argumentation en elle-même, évidemment, il y aurait des heures et des heures. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais au moins que mon intervention,
servent à ramener un petit peu le calme dans les propos, parce que je vous assure que on dérape très vite avec les mots. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être violent dans vos propos, mais d'autres vont l'interpréter d'une façon différente, et ça fait boule de neige. Donc il faut faire encore plus à notre époque très attention. Nous sommes tout à fait d'accord, il faut être en bon terme avec les mots, et je peux vous dire que nous, on essaye de l'être. Je ne sais pas si on l'est toujours, mais on essaye de l'être. Merci beaucoup en tout cas, Isa. Et puis rappelez-vous, Sud Radio est là aussi pour vous donner la parole et pour débattre justement. On parle vrai sur Sud Radio, tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ça continue de débattre autour de l'antispécisme. Et vous avez bien raison de continuer à nous appeler sur ce sujet qui est passionnant. Tout de suite, Cécile. On l'a retrouvée, Cécile du Lot. Bonjour, Cécile. Oui, bonjour. Bonjour, Cécile. Oui. Bonjour Clémence, bonjour à votre invité. Alors moi, je ne suis pas végane. J'habite dans une belle région, on a plein de producteurs locaux. Donc moi, je mange de la viande. En revanche, je pense que ce qui devrait être condamné, et comme le disait votre intervenant avant la dame, c'est d'essayer de promouvoir une forme de respect vis-à-vis de tout ce qui est vivant. Plutôt que de stigmatiser une certaine forme d'extrémisme dans des mouvements animaliers qui sont peut-être trop extrêmes. Mais pourquoi ce monsieur, votre intervenant, ne s'est pas intéressé justement à la façon de développer chez nos concitoyens le fait de ne plus acheter de la viande qui viennent de centres de choses industrielles qui n'ont il n'y a aucune éthique. Monsieur Macron avait dit qu'il autoriserait les caméras dans les abattoirs, ça n'a pas été fait. C'est ça qu'il faut combattre, plutôt que de stigmatiser certains mouvements tellement utiles, puisqu'il faut quand même qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on arrête. C'est Gandhi qui disait que la grandeur d'une nation, on l'estime aussi à la façon dont on traite les animaux et le vivant. Et c'est ça qui ne va pas. Alors pourquoi passer à stigmatiser des mouvements qui vont certainement nous faire avancer dans ce sens-là, qui sont certainement aussi peut-être extrêmes, je suis d'accord avec vous André, ceux qui bombent des boucheries, etc., ça n'a aucun sens. Mais Cécile, et ceux qui veulent, parce qu'il y en a, ceux qui veulent vous empêcher, parce qu'il est là le problème, ceux qui veulent vous empêcher, en fait, et presque légalement, vous allez me dire qu'ils sont une minorité, mais enfin quand même de manger de la viande. Vous en mangez, moi aussi. Vous ne pensez pas que le chemin est long avant qu'il nous empêche? Vous ne pensez pas qu'il y a des priorités d'arrêter ces élevages industriels? C'est ça la priorité. Je comprends. Vous voulez dire, commençons par boycotter ces élevages industriels, etc. Commençons par... on va demander à Paul Sugy. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul? Bonjour madame, merci effectivement de rappeler qu'une partie seulement, une partie même de plus en plus réduite en France, parce qu'il y a beaucoup de normes qui font évoluer aussi cette situation, une partie de l'élevage reste probablement ignoble par rapport à la réflexion qu'on peut avoir sur la responsabilité que l'homme a à l'égard du vivant. Elle est assez récente, cette forme d'exploitation. C'est le tournant industriel qu'a pris la filière agroalimentaire après la Seconde Guerre mondiale, aussi sous l'effet de technologies qui ont permis de robotiser un certain nombre de... historiquement d'où ça vient. Mais maintenant, il s'agit d'arrêter. Oui, mais il s'agit d'arrêter. Alors, je suis d'accord avec vous, mais le problème, si vous voulez, et je vais vous dire pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure quant à l'utilité de certains mouvements antispécistes radicaux, le problème, c'est que le débat est mal posé aujourd'hui en France et que la confusion qu'on fait entre la dignité animale, par exemple, et le bien-être animal est extrêmement néfaste. Et aujourd'hui, la plupart des associations qui font du lobbying, parfois violent, parfois avec tous les excès qu'on a pu citer, sont des associations qui visent à terme à empêcher l'élevage et pas simplement à l'améliorer de l'intérieur. Non, c'est pas moi qui dis. Non, parce que L214 promeut le véganisme. Des images de choses qui ne sont pas acceptables. L214 promeut à côté le véganisme et assume, en tous les cas, la plupart de leurs cadres dirigeants assument qu'à terme, le but est de mettre fin simplement à l'exploitation des animaux. Or, généralement, les personnes qui s'en prennent à l'élevage tout entier ne sont pas les mieux placées pour promouvoir au contraire des formes d'élevage plus éthiques. Et si vous voulez, le problème que moi je souligne dans ce livre, c'est justement qu'on est incapable aujourd'hui de penser sereinement la question du bien-être animal parce que le débat est pollué par des militants qui ne s'intéressent pas au bien-être des animaux mais qui veulent mettre un terme aux pratiques même d'élevage et d'abattage. Et ça ne permet pas justement d'avoir un débat serein et ça ne permet pas
toujours de proposer les solutions les meilleures, puisque ces gens-là détestent les agriculteurs, refusent systématiquement de s'intéresser à eux et de leur parler. Et je vais vous citer un exemple qu'on m'a raconté très récemment. L214 a des méthodes de voyous, en s'introduisant illégalement dans des élevages dont ils vont filmer les conditions à l'intérieur, évidemment sans demander l'avis du propriétaire. Et un agriculteur que l'un de mes amis connaît très bien avait un élevage de poules. Alors c'était des poulets élevés en batterie. Vous pouvez penser que c'est moche, vous pouvez penser que c'est pas bien, n'empêche que c'était autorisé. Il avait un élevage de poules et lorsque les caméras de L214 ont pénétré de nuit dans l'exploitation, c'était il y a un peu plus d'1 an, eh bien un certain nombre d'animaux ont été traumatisés. Il a perdu la moitié de son troupeau parce que justement ces gens se sont comportés comme des voyous et qu'ils n'ont pas eu les précautions élémentaires qu'il fallait justement lorsque l'on met les pieds de nuit dans un élevage. Donc vous voyez que ces personnes-là ne sont pas toujours les meilleurs interlocuteurs pour nous parler justement du monde paysan. Alors Cécile, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut atteindre un équilibre en fait. Ne fait pas avancer la cause animale, très clairement. Puisque déjà vous avez une petite tirade sur la corrida tout à l'heure et l'honneur du cerf qui mourrait dans d'atroces souffrances, etc. Bon, moi je trouve que la cause animale, le respect du vivant dans son intégralité, c'est une énorme cause, c'est une grande cause. C'est une cause qui nous fera, nous, humains, nous élever également. Et je pense que ce genre de livre nous dessert complètement cette cause. Puisque vous embrouillez les gens, vous stigmatisez certaines choses. Moi, personnellement, j'ai voté pour le parti animaliste aux élections européennes. Puisque je ne me retrouvais pas non plus dans les autres propositions, mais je pense quand même que nous, on a quand même un devoir de faire évoluer tout cela. Et voilà. Oui, mais Cécile, je vais vous dire, alors moi, là c'est personnel, à titre personnel, moi je veux dire, je comprends très bien la cause animiste, tout ça, mais moi je vais vous dire, très franchement, quand je vois des êtres humains, excusez-moi, moi les êtres humains, c'est au moins aussi important, crever, des agriculteurs crever à 300 € par mois, des gens qui vivent vraiment, alors qu'ils travaillent comme des fous, qu'ils en peuvent plus, etc., qui crèvent, moi ça c'est quelque chose qui honnêtement m'émeut. Je dirais même plus. Moi, je les adore, les agriculteurs. Oui, non, mais c'est pas que vous les adorez, madame, mais comment ils vivent? Vous comprenez ce que vous oubliez? Et c'est là où ces associations, etc. N'est pas parce qu'on est pour le respect des animaux qu'on est contre les agriculteurs, ça n'a rien à voir. Mais non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que oui, mais on ne s'en occupe pas. Le parti animalier, il s'occupe des animaux, c'est très bien. Mais moi, je vais vous dire, comme a dit Sugy, quand on importe en même temps, et c'est là où je dis qu'ils ne font pas leur boulot, alors de politique, parce que tout ça c'est politique, faut pas oublier. En même temps, on importe de la viande de je ne sais pas où, d'Argentine et d'ailleurs, qui ne répond à aucune norme qu'on repose en France. Vous êtes d'accord? C'est un autre sujet. Non, parce que c'est pas un autre sujet, madame. Je vous assure, Cécile. Le problème, c'est que si nous, citoyens, je parle pas de tel ou tel, on regarde pas le problème dans sa totalité et qu'on ne voit pas en totalité, si on fait des marketing de minorités, quelle qu'elle soit, animale ou humaine, que ce soit le spécisme, le genre, le ceci, le cela, on est par qui nous embrouille? On nous embrouille parce qu'on nous oblige à ne pas voir le tableau, mais de voir telle ou telle couleur du tableau. Je vous assure que le problème de base, il est là. Je suis pas persuadée parce que je pense que les gens comme moi, qui ne sont pas du tout extrêmes, etc., mais qui veulent juste du respect et respecter à la fois les agriculteurs, bien évidemment. Oui. Mais ça, c'est le même problème que les élevages industriels, l'agriculture intensive. C'est exactement la même chose. Moi, je suis pour les petits élevages locaux, je suis pour les agriculteurs qui font des choses raisonnées, et je ne suis pas pour acheter de la viande en barquette qui vient de l'autre côté du monde. Et oui, sauf que c'est ce qui se fait, et c'est ce qu'on organise, et qui organise ça? Oui, mais attendez, réfléchissez à ça. Qui organise ça? Qui organise le fait qu'on est inondé de ventes industrielles? Qui? Voilà. Si on ne répond pas à ça, si le parti animalier ou autre ne répond pas à ça, il passe à côté de la question et il est à côté totalement de la question. Et on va faire de l'émotionnel et on va pas faire, hélas, du politique. Et c'est très important. Merci. En tout cas, on débat toujours sur Sud Radio. Merci à vous, Paul Sugy. L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes chez Talendier. Émission à retrouver en podcast sur sudradio.fr et sur YouTube. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye. Là aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300.